C'est l'un des cours que vous n'avez pas encore eu, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, j'ai vu aujourd'hui avec professeur Benranem, on va essayer de vous rattraper la majorité des cours cette semaine. Comme ça, vous aurez le temps de réviser à temps. D'accord? Alors, je vais faire le partage. Est-ce que vous voyez? Non, on a perdu quand vous aviez mis en plein écran. Alors, je reprends. Et là, est-ce que vous voyez? C'est bon, merci. Voyez. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Très bien. Oui. Très bien. Donc, on va commencer. Donc, comme le cours de la dernière fois, je vous fais le cours en entier. À la fin, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Alors, le thème d'aujourd'hui s'intitule le placenta prévia. Il faut savoir que c'est une pathologie qui est assez importante. Pourquoi? Parce qu'elle peut mettre en jeu le pronostic vital de la femme. Il s'agit d'une des principales causes d'hémorragie du troisième trimestre. Alors, en définition, qu'est-ce qu'on entend par le placenta prévia? On dit qu'un placenta prévia lorsqu'il s'insère en totalité ou en partie sur le segment inférieur. Regardez, voilà un utérus, voilà le schéma de l'utérus, d'accord? L'utérus, il est divisé en trois parties. Nous avons le corps de l'utérus, nous avons l'isthme de l'utérus et le col de l'utérus. L'isthme, c'est la partie qui se trouve entre le corps et le col. Et c'est la partie qui, pendant la grossesse et surtout au troisième trimestre, va s'amincir et elle s'appellera le segment inférieur. Donc, lorsque le placenta va s'insérer à ce niveau-là, c'est-à-dire lorsqu'il est bas inséré, on l'appelle placenta prévia. Donc, le terme prévia veut dire placenta bas inséré. Les modifications dynamiques qui conduisent à la maturation puis à la dilatation du col peuvent provoquer justement à ce niveau-là, au niveau de la zone d'insertion, un décollement partiel et c'est ce qui expliquerait les hémorragies qui peuvent survenir pendant la grossesse et principalement au troisième trimestre ou bien en début du travail. Alors la fréquence, elle est variable. Elle est variable pourquoi? Parce que cela dépend à quel moment on a posé le diagnostic. Si on se base que sur la clinique, c'est-à-dire sur la symptomatologie qui est l'hémorragie, la fréquence est assez rare. Elle est entre 0,33 à 2,6%. Là, le diagnostic va se manifester par des métrorragies du troisième trimestre et le diagnostic va se faire bien sûr soit à l'échographie ou bien rétrospectivement lorsqu'on va examiner le délivre. Par contre, si on devait examiner toutes les insertions placentaires à l'échographie, là, on va voir que cette fréquence va augmenter et elle avoisine les 5% au deuxième trimestre. Mais sachez qu'un placenta prévia diagnostiqué au deuxième trimestre peut à terme ne pas l'être. Comment on l'explique? C'est par le fait que au fur et à mesure que la grossesse avance, le placenta va faire comme si il va migrer vers le haut et de ce fait, l'insertion redeviendra normale. Donc, quand on pose le diagnostic d'un placenta prévia au deuxième trimestre, il ne faut pas conclure d'emblée et on évaluera à la fin de la grossesse ou au début du travail pour décider est-ce que réellement il est prévia ou pas et quelle est la voie d'accouchement. Alors, les étiologies. Pourquoi certaines femmes vont avoir ce placenta prévia plutôt que d'autres? L'un des facteurs principaux qui expliquerait
Le placenta prévia est la multiparité. En effet, 72 à 90% des placentas préviens, lorsqu'on recherche dans les antécédents, on va retrouver que c'est une dame qui a une multiparité. Autre cause, c'est l'âge maternel. Plus on avance dans l'âge, plus le risque d'insertion basse du placenta devient important. Probablement, ces deux étiologies sont au fait que l'utérus présente, au fur et à mesure que la femme accouche, au fur et à mesure qu'elle avance dans l'âge, il se constitue de la fibrose et l'insertion placentaire se fera de façon anormale. Autre cause également, il semblerait que le risque augmente chez la population noire. Là, il s'agit que de statistiques, mais on n'arrive pas à l'expliquer de façon rationnelle. Les antécédents d'avortement, plus la femme fait des fausses couches, surtout lorsqu'il y a un curetage, c'est les zones cicatricielles qui font que le placenta s'insère également assez bas. Toute manœuvre endo-utérine, comme je vous l'ai dit, telle que le curetage. Et en cas de césarienne, on a noté que les femmes qui avaient des antécédents de césarienne avaient plus de risques de développer un placenta prévia qu'une femme qui a un utérus intact. Alors, la récidive du placenta prévia, une femme qui a déjà fait un placenta prévia a 6 fois plus de chances ou de malchance de refaire la même pathologie. La grossesse gémellaire, cela s'explique facilement. Une grossesse gémellaire sur 2 fait un placenta prévia. Pourquoi? Parce que le volume des 2 placentas fait que l'utérus n'est pas suffisamment large pour que l'insertion se fait au niveau du fond utérin. Et donc, on a une partie de ce placenta qui va s'insérer de façon assez basse. Puis, on a d'autres facteurs divers tels que les malformations utérines, l'existence de fibromes utérins, d'adénomiose, de syndrome de Destilben, le tabagisme également, des femmes qui fument. Donc, on le note notamment en Europe, elles font plus de placenta prévia. Alors, on va voir maintenant la classification de ces placentas prévia. D'abord, on a 2 types de classification. La première, elle est dite anatomique, c'est-à-dire on va voir l'insertion du placenta par rapport à l'orifice interne du col. Il faut savoir que le col de l'utérus présente 2 orifices, un interne et un externe. Celui qui nous intéresse pendant l'accouchement, c'est l'orifice interne. C'est lui qui est fermé pendant toute la grossesse et au moment du travail, il va s'ouvrir. Il s'agit d'un véritable verrou qui permet de maintenir la grossesse avant le travail ou avant que l'heure du travail n'arrive. Alors, par rapport justement à cette insertion par rapport à l'orifice interne de l'utérus, on distingue les placenta prévia à implantation latérale ou pariétale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le placenta est inséré sur le segment inférieur sans atteindre l'orifice interne du col et donc il reste à distance de cet orifice. Deuxième possibilité, c'est l'insertion marginale. Dans ce cas, le placenta arrive jusqu'à l'orifice interne, mais sans le recouvrir. Et troisième possibilité, c'est l'insertion partielle ou incomplète du col. Et enfin, l'insertion totale, c'est-à-dire que le placenta va atteindre l'orifice interne et il va le couvrir totalement. Voilà ce que je vous disais. Le type 1, c'est lorsqu'il est bas inséré, puisqu'il s'insère sur le segment inférieur. Vous voyez là le segment inférieur, mais il reste quand même à distance de l'orifice cervical interne. Le latéral, il l'atteint sans le recouvrir. Puis on a le partiellement recouvrant, il le recouvre en partie, ou le totalement recouvrant, il le recouvre en totalité. Ça, c'est une classification anatomique. Puis, c'est d'ailleurs la plus importante parce que c'est celle qui nous intéresse au moment de l'accouchement. Est-ce que le placenta couvre le col, l'orifice interne et donc ne le recouvre pas et l'expulsion peut se faire sans problème. Allô?
Allô, oui. Oui, docteur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous êtes revenu, Doka. Voilà, alors, on va reprendre, partager. Très bien. Donc, on a dit la première classification est la classification anatomique, la deuxième est la classification échographique. C'est-à-dire, on va poser le diagnostic à l'échographie. Et pour cela, la classification prend le nom de B6, c'est la classification connue sous le nom de B6. Alors, il faut savoir que selon l'insertion de ce placenta, il peut se faire en avant ou en arrière. Donc, on parle de placenta prévia antérieur ou postérieur. Dans l'antérieur, il existe 4 types, d'accord, selon, selon que la limite inférieure du placenta atteint le tiers supérieur de la vessie, les 2 tiers de la vessie ou arrive jusqu'au col. Je vais vous expliquer sur le schéma, vous allez comprendre plus facilement. Alors, tout d'abord, on fait cette échographie à vessie pleine par voie abdominale et on va voir la vessie pleine. Pourquoi? Parce qu'on a besoin du mur postérieur de la vessie pour évaluer notre placenta. Regardez ici, le type 1, le placenta est bas inséré, d'accord? Il atteint la vessie, mais sans atteindre le tiers supérieur. C'est le type 1. Lorsqu'il atteint les 2 tiers du mur postérieur de la vessie, lorsqu'il atteint la totalité et effleure le col, on parle de type 3. Et lorsqu'il dépasse le col, on parle de type 4. Si vous vous rappelez la classification anatomique, le type 4 correspond aussi au type 4 de la classification échographique de B6, puisqu'il va recouvrir totalement le col. De même que pour la classification postérieure, on a ici également 4 types. Voilà. Le type 1, c'est lorsque regardez, le type 1, c'est la limite inférieure du placenta se situe à moins de 4 cm par rapport au col, c'est-à-dire qu'à l'échographie, on va mesurer la distance entre le col et le bord du placenta. Lorsqu'il est inférieur à 4 cm, on parle d'un type 1. Lorsqu'il le dépasse, c'est un type 2. Lorsqu'il effleure le col, c'est un type 3. Et lorsqu'il le dépasse, c'est le type 4. Au fait, le type 4 antérieur et postérieur sont identiques. Pourquoi? Parce que le placenta va recouvrir la totalité de l'orifice cervical du col et c'est ce qu'on appelle le placenta recouvrant. Et c'est le plus grave. Pourquoi? Parce qu'il ne permettra jamais un accouchement par les voies naturelles parce que le placenta va faire obstacle entre la présentation et le col de l'utérus. Regardez sur des images réelles, d'accord? Voilà, ce qui est en noir, c'est la vessie. Voilà le mur postérieur de la vessie. Et ce qui est en blanc, ce qui est échogène, c'est le placenta. Dans ce cas, la vessie est pleine et regardez, le placenta descend assez bas, d'accord? On ne voit pas l'orifice interne, mais on peut dire quand même que c'est au moins un type 3 de la antérieur de la classification de B6. Regardez ici, on a une vue qui est plus lointaine, donc on peut apprécier puisque là on ne peut pas. Ici, on va voir le bord inférieur du placenta par rapport à la vessie. Et là, on peut dire que c'est un type 4. Pourquoi un type 4? Parce qu'il dépasse tout le mur postérieur de la vessie, il atteint l'orifice interne du col et il le dépasse. Et donc, c'est un type 4. Regardez ici, c'est le même. Alors, et là, dans ce cas, d'accord,
voilà la vessie antérieure, voilà le col de l'utérus, voilà la face postérieure. Et donc là, c'est un placenta prévia postérieur type 3 parce qu'il atteint le col sans le dépasser, sans remonter sur le bord postérieur de la vessie. Donc, vous voyez que le diagnostic échographique est relativement facile et il pose le diagnostic de placenta prévia avec certitude. Alors, la physiopathologie. Pourquoi certaines femmes, certaines grossesses vont développer un placenta prévia alors que d'autres pas, on les a vues dans les étiologies? La deuxième question, on a dit que le placenta prévia est une cause principale des hémorragies du troisième trimestre. Pourquoi les femmes qui ont un placenta prévia vont saigner? Pourquoi elles saignent? Alors, le mécanisme de l'hémorragie, il est différent, que cela survienne pendant la grossesse ou bien pendant l'accouchement. Alors, pendant la grossesse, dans les variétés périphériques principalement, au fait, ce qui fait saigner le placenta prévia, c'est la contraction. Quand l'utérus va se contracter, il va entraîner un décollement de ce placenta par rapport à la paroi interne de l'utérus et ça va entraîner des hémorragies. Et dans ça, c'est dans les variétés périphériques. Dans les variétés recouvrantes, le clivage entre le placenta et le biomètre par suite d'asynchronisme de développement entre le segment inférieur et la surface placentaire fait saigner. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que l'utérus, tout le long de la grossesse, va augmenter de volume au fur et à mesure que l'œuf va augmenter. Et avec l'augmentation du volume de l'utérus, il va y avoir une augmentation du volume du placenta. Par contre, lorsque le placenta est bas inséré et recouvre le col, la partie du col, elle ne va pas se développer. Donc, on va avoir un développement placentaire puisqu'il faut qu'il croît pour subvenir aux besoins du fœtus et en même temps, le col, la partie en regard de ce placenta ne va pas se développer. Et donc, il va y avoir un décalage et cet asynchronisme va faire que ces femmes-là vont saigner. Pendant le travail, c'est un autre mécanisme, d'accord? La dilatation du col va faire que la surface va augmenter de décollement et elle va entraîner le saignement. Et attention, pendant le travail, le saignement peut être très important, il peut être cataclysmique, on peut avoir une hémorragie massive avec même état de choc dans les formes recouvrantes. D'où l'intérêt de poser le diagnostic assez tôt pendant la grossesse et d'où l'intérêt de contre-indiquer l'accouchement par voie basse chez ces femmes-là parce que le placenta recouvre totalement le col de l'utérus. Alors, en fin de compte, le saignement, il vient d'où? Il vient principalement de la mère, c'est les sinus maternels, c'est les sinus vasculaires maternels qui font saigner. Mais attention, une petite partie, 4 à 10%, est d'origine fétale. Et c'est pour ça que l'hémorragie, elle est principalement maternelle, c'est la femme qui va développer l'anémie, mais on peut avoir également une anémie fétale, mais elle est plus discrète. Aussi, la fibrose du placenta décollé est à l'origine également du saignement. Alors, comment on va découvrir ce placenta et comment on doit le prendre en charge? Au fait, soit cela va se manifester pendant la grossesse, je vous l'ai dit. Donc, c'est une femme qui va consulter pour une hémorragie. Je vous ai dit, c'est l'une des causes des hémorragies du troisième trimestre avec la rupture utérine et avec l'hématome rétroplacentaire. Quand vous avez une femme qui saigne au troisième trimestre, c'est les 3 diagnostics que vous devez évoquer. Le placenta prévia, la rupture utérine et l'hématome rétroplacentaire. Les 3 constituent une urgence de prise en charge. Pourquoi? Parce qu'elle met en jeu le pronostic vital maternel, mais également le pronostic fœtal. Alors, il s'agit de la première hémorragie apparaît en règle après 29 à 32 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est généralement
une hémorragie du 3e trimestre, d'accord? Mais on peut avoir un saignement un peu plus tôt, au 1er ou au 2e trimestre. Mais généralement, c'est des métrorragies du 3e trimestre. C'est l'hémorragie qui est la plus fréquente. Elle peut se manifester aussi par des douleurs. 9 à 16% des femmes vont présenter des douleurs abdominales et une tension utérine. Au fait, la douleur, elle est liée aux contractions utérines. Et généralement, d'ailleurs, normalement, vous avez dû le faire dans un TD. Et si vous ne l'avez pas compris, je peux vous le reprendre. C'est conduite à tenir devant une métrorragie du 3e trimestre. L'un des éléments de diagnostic différentiel avec l'hématome rétroplacentaire, c'est le caractère douloureux. La douleur dans le placenta prévia est plus discrète et parfois absente, contrairement à l'hématome rétroplacentaire où la douleur elle est aiguë, elle est importante et d'ailleurs parfois elle est pathognomonique. Alors que dans le placenta prévia, elle peut être absente, mais lorsqu'elle existe, elle est sous forme de contraction utérine. Puis, on a bien sûr des signes généraux. Si la femme saigne et ressaigne plusieurs fois durant toute la grossesse, cela va se manifester par une anémie avec tous les signes d'une anémie, une pâleur des téguments, une accélération du pouls, une tension qui est basse. Donc, il est très important de prendre les constantes hémodynamiques chez la femme. L'examen physique, et là aussi, c'est un élément de diagnostic différentiel avec l'hématome rétroplacentaire. L'utérus est souple. Contrairement à l'hématome rétroplacentaire, vous allez le voir dans le cours, où on a un utérus qui est contracturé, qui est dur. On dit que c'est une dureté comme le bois. Alors que dans le placenta prévia, l'utérus est souple. On peut avoir des contractions. Pendant les contractions, c'est sûr, l'utérus se durcit, mais c'est un durcissement qui est momentané et qui est résolutif, c'est-à-dire il va disparaître au bout de 30 secondes ou d'une minute. Autre élément très important, l'auscultation, si on devait rechercher les bruits du cœur fœtal, on va les entendre, d'accord? Contrairement à l'hématome rétroplacentaire où vous allez avoir une disparition parce que généralement ça s'accompagne d'une mort. Je vous donne tous les éléments de diagnostic différentiel parce que c'est très important de connaître tous ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant ces symptômes? Sachez que devant toute hémorragie du 3e trimestre, cela impose une hospitalisation. Donc, il faut hospitaliser en unité dans un service de grossesse à haut risque. C'est la première des choses. C'est prendre une voie d'abord solide parce qu'on ne sait pas si le saignement va s'aggraver. Il faut prendre un prélèvement, rechercher le groupage sanguin, groupage Rhésus, la formule, la crasse sanguine, examiner au spéculum pour confirmer l'origine endo-utérine du saignement. Et la chose très importante, ne jamais faire de toucher vaginal. Le toucher vaginal en cas d'hémorragie du 3e trimestre est contre-indiqué. Pourquoi? Parce qu'il peut aggraver, si on fait un toucher vaginal et on introduit les 2 doigts dans le col, on peut décoller le placenta et aggraver le saignement. Donc, toute métrorragie du 3e trimestre, on met le spéculum, on confirme l'origine du saignement, d'accord? Et il faut faire une échographie pour confirmer le siège du placenta. Donc, pas de toucher vaginal, s'il vous plaît. S'il est fait, il doit être extra-cervical, c'est-à-dire on va apprécier le segment inférieur et là, on peut apprécier le matelas placentaire qui est mou, mais quand même, dans notre pratique courante, les résidents, on leur dit de ne jamais faire de toucher vaginal. On fait l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal pour apprécier la vitalité du fœtus et surtout s'il n'y a pas de souffrance fœtale. Et surtout l'échographie. Alors, l'échographie permet de confirmer le placenta prévia, de voir le type de placenta prévia, donc la localisation par la classification de B6. Je vous ai dit, on le fait par voie abdominale à vessie pleine et on l'apprécie par rapport à l'orifice cervical interne.
Alors maintenant, on va voir quelles sont les formes cliniques selon le symptôme. Sachez on peut avoir des placentas préviens strictement asymptomatiques, c'est-à-dire si on n'a pas fait l'échographie, on peut ne pas s'en rendre compte. Ce n'est qu'à l'échographie qu'on va poser le diagnostic. Parfois aussi révélé par une amnioscopie, on peut avoir une hémorragie très importante et parfois on a l'insertion, selon le moment du diagnostic, l'insertion basse du placenta pendant les 2 premiers trimestres de gestation, d'accord? On peut le voir, mais je vous ai dit, la plupart du temps, c'est le 3e trimestre où on va poser le diagnostic du placenta prévia. Et c'est surtout pendant le travail, et là, c'est très dangereux, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est les placentas centraux recouvrants qui risquent d'être hémorragiques. On a les formes compliquées. Par quoi? Par la procidence du cordon. Pourquoi? Parce que quand on a un placenta prévia, la présentation, la tête ne va pas bien être en contact avec le détroit supérieur, qui est l'aire de l'engagement de la tête, et on peut avoir une procidence du cordon, c'est-à-dire que le cordon amniotique va venir avant la présentation et le risque, c'est la souffrance fétale. On peut également avoir comme forme compliquée le placenta accreta, c'est une insertion anormale du placenta. Le placenta prévia aussi est une insertion anormale par la descente du placenta, mais le placenta accreta, c'est un placenta qui est anormalement incarcéré dans la paroi utérine à des degrés divers. Le problème dans ce genre de pathologie, c'est au moment de la délivrance, le placenta accreta, il est tellement accolé à la paroi utérine qu'il ne va pas se décoller et il va entraîner des hémorragies très, très importantes. On peut aussi avoir des formes associées à un décollement prématuré du placenta. On peut avoir des formes compliquées de troubles de la coagulation. C'est lorsqu'on a des hémorragies massives. Donc, un placenta prévia hémorragique va entraîner une consommation très importante des facteurs de la coagulation et donc entraîner une coagulopathie. Maintenant, comment poser le diagnostic? Donc, on le recherche sur les antécédents qui expliquerait l'étiologie, sur le caractère de l'hémorragie. Là, c'est très important, vous devez le retenir. Les caractéristiques du saignement dans le placenta prévia est un saignement spontané, indolore, c'est-à-dire qu'il ne s'accompagne pas de douleur, je vous ai dit. La douleur, elle est rare, mais c'est surtout lorsqu'il y a une menace d'accouchement prématuré. Il est récidivant et il est fait de sang rouge. Contrairement à l'hématome rétroplacentaire où le saignement, il est accompagné de douleur, il est unique, il est généralement de petites quantités, il est fait de sang noirâtre. Alors, le signe positif, c'est l'hémorragie modérée avec un utérus souple. Le fœtus est vivant, on a une activité cardiaque présente. Et la présentation, elle est haute et mobile. Pourquoi? Parce que le placenta va s'interposer entre la tête fœtale et le bassin de la maman. Ce qui manque, s'il n'y a pas de contracture utérine, contrairement à l'hématome rétroplacentaire, il n'y a pas de signe de toxémie, c'est-à-dire on n'a pas une hypertension artérielle, des œdèmes et une protéinurie, alors que dans l'hématome rétroplacentaire, c'est les signes qu'on va retrouver. Et si on faisait le bilan, la crasse sanguine, elle est généralement, je vous ai dit, normale, sauf lorsque le saignement devient très important. Et bien sûr, je le dis et je le redis, le diagnostic positif, il est simple, il est facile par l'échographie abdominale. Alors, le diagnostic différentiel, ça va se faire avec toute hémorragie du 3e trimestre. C'est l'hématome déciduel basal, c'est l'avortement tardif, c'est la mole hydatiforme, c'est dans les formes bien sûr précoces, l'abéance du col et surtout les hémorragies du 3e trimestre. C'est celle-là que vous devez connaître par cœur.
c'est la rupture utérine, c'est l'hématome décidual basal, le décidual marginal et une forme particulière, c'est le placenta circumvallata. C'est quoi ce type de placenta? C'est un placenta anormalement et qui est anormal par sa forme et qui donne beaucoup d'hémorragie, mais c'est une forme assez rare. Au cours du travail, c'est l'hématome rétroplacentaire et la rupture utérine et aussi l'hémorragie de Benkiser. C'est quoi l'hémorragie de Benkiser? C'est une rupture d'un vaisseau ombilical prévien. C'est quoi au juste? Normalement, vous devez le faire ou vous allez le faire dans un TD. Le placenta, normalement, le cordon ombilical sort du centre du placenta et il est accompagné de 2 artères et une veine. Parfois, ce cordon ne sort pas du placenta et il va sortir d'une façon latéralisée à partir des membranes et donc il va cheminer sur ces membranes qui normalement elles sont avasculaires des vaisseaux et lors de leur rupture prématurée, lors de la rupture des membranes au moment de l'accouchement, ces vaisseaux préviens vont saigner et vont donner une hémorragie. Donc c'est un des diagnostics différentiels de l'hémorragie au cours du travail. Vous allez le voir en TD en détail. Alors, les présentations pathologiques, rechercher une tumeur pelvienne prévient, un fibrome utérin ou un kyste de l'ovaire, une malformation utérine ou une anomalie osseuse du bassin. Alors, le pronostic maternel, la mortalité, elle est rare si on prend en charge, bien sûr, la femme. Mais si la femme n'est pas prise en charge, bien sûr, le risque de mortalité existe. Mais actuellement, avec la meilleure prise en charge, le risque de décès est devenu quasi nul. Par contre, la morbidité, elle est importante. C'est l'anémie, c'est l'infection et c'est les complications thromboemboliques. Par contre, la mortalité ou la morbidité néonatale ou périnatale est plus importante. Donc, les complications pour le fœtus, elles sont plus importantes que pour la maman, d'accord? Et le risque principal, c'est la prématurité, qui est la première cause de décès, d'accord? Morbidité néonatale, donc je vous ai dit, c'est la prématurité, c'est le risque de détresse respiratoire par immaturité pulmonaire. Lorsque le bébé naît prématuré, de façon prématurée, il n'y a pas encore la maturité pulmonaire et donc il y a un déficit en surfactant, c'est ce qui fait, c'est ce qui entraîne un collapsus des alvéoles et des détresses respiratoires qui amènent jusqu'au décès. Le risque également, c'est les ictères, les hypoglycémies, l'anémie fœtale, elle est rare mais elle existe, et les séquelles neurologiques lorsque ils sont liés à une grande prématurité. Le retard de croissance intra-utérin, on le note lorsque le placenta est symptomatique hémorragique et lorsque les hémorragies apparaissent assez tôt dans la grossesse, donc l'anémie maternelle va avoir comme conséquence ou répercussion sur le fœtus un retard de croissance intra-utérin. Et les malformations fœtales, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais on a noté que les fœtus, les mamans qui font des placentas préviens ont un risque plus important de malformation fœtale, 2 à 3 fois plus important. Alors, quel est le traitement du placenta prévient? On l'a dit, la première des choses, lorsqu'une femme saigne, il faut l'hospitaliser. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'aggravation de l'état. Il faut l'hospitaliser dans un centre spécialisé, c'est-à-dire qu'il dispose d'une réanimation néonatale de haut niveau. Il faut faire la réanimation maternelle, 2 voies d'abord larges, décubitus latéral, l'oxygénothérapie de la maman, surtout lorsque l'anémie est très importante. Il faut restaurer le volume circulatoire lorsque la femme a perdu beaucoup de sang. Alors, si on doit faire une césarienne, on préconise l'anesthésie générale, si c'est une urgence. Sinon, il vaut mieux préférer les anesthésies locaux régionales, type péridurale ou rachi-anesthésie. Alors, la césarienne, on la recommande lorsqu'on est face à un placenta recouvrant.
Lorsque le placenta recouvre le col, il est clair que l'accouchement par voie basse ne peut pas se faire et il faut faire une césarienne. Ça, c'est la première indication de césarienne. Et il ne faut jamais aussi hésiter à faire la césarienne lorsque l'hémorragie est de grande abondance. Alors, la voie basse doit être préférée dans tous les autres cas, c'est-à-dire les variétés latérales. Et le premier geste à faire, c'est la rupture large de la poche des os. Pourquoi? Rappelez-vous, on a dit que l'une des causes du saignement, c'est le tiraillement ou le décollement du placenta. Et le fait de rompre les membranes ou la poche des os, elle va entraîner une descente de la présentation, c'est la tête fétale. Elle va descendre et elle va comprimer le placenta sur la paroi utérine. Elle va arrêter ce tiraillement et donc cela va arrêter le saignement. Donc, lorsqu'on a une femme qui vient pour accoucher pour un placenta prévia latéral, bien sûr, pas central, le premier geste, c'est de rompre la poche des os et on remarque que le saignement s'arrête et le travail avance d'une meilleure manière. Et bien sûr, le nouveau-né doit être pris en charge de façon correcte et corriger l'anémie dans les suites du postpartum. Et bien sûr, si la femme est de rhésus négative, ne pas oublier de lui donner l'antidé, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement. L'antibiothérapie aussi, elle est préconisée. Pourquoi? Parce que c'est des femmes qui font de l'anémie et généralement, ça favorise l'infection. Et donc, de préférence, on leur donne une antibiothérapie et on donne aussi l'anticoagulation. Pourquoi? Parce que c'est des femmes qui ont un haut risque de maladie thromboembolique. Donc, on leur donne de l'héparinothérapie, des héparines à bas poids moléculaire. Ce risque thrombo, voilà. Normalement, attendez. Et bien sûr, les surveillances des paramètres. Voilà, j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. J'espère que Pardon, docteur. Oui. On a dit que le TV est contre-indiqué en cas du placenta prévia parce qu'il y a un risque d'une hémorragie cataclysmique. C'est ça. Oui. Mais Oui, comment on va exactement. faire oui, mais comment on va faire rupture la poche des os? Non, le toucher vaginal, il est contre-indiqué au début. Le temps de faire l'échographie et éliminer un placenta central. Vous comprenez? Le risque, c'est quoi? C'est lorsque le placenta, il est central, donc il est recouvrant, et lorsque vous faites le toucher vaginal, vous risquez de décoller le placenta. Donc, vous ne faites pas de toucher vaginal au départ, vous faites l'échographie, vous assurez que c'est un placenta latéral, et par la suite, vous pouvez faire votre toucher. Bien sûr, si la femme rentre en travail, vous êtes obligé de surveiller le travail, donc de surveiller la dilatation, de rompre les membranes. Donc là, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. La contre-indication, c'est au moment du diagnostic. Vous ne faites pas de toucher vaginal. Vous faites, la première des choses, c'est de faire l'échographie, vérifier l'insertion placentaire. Il ne s'agit pas d'un placenta recouvrant. Par la suite, si vous rompez la poche des os, pour qu'elle arrête le saignement et que la femme rentre franchement au travail. Vous avez compris? Oui, Vous avez docteur, compris merci. la question? Oui, docteur, merci. Je vous remercie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame, je peux vous lire.